Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Igué. Alors que la RDC se montrait avant enthousiaste sur un partenariat avec les États-Unis sur la question des minéraux, le ministre congolais des Mines a récemment évoqué une probabilité de quête d'autres partenaires. Mais quelles sont les divergences entre Kinshasa et Washington aujourd'hui? Tel est le point parmi beaucoup d'autres qu'on va essayer d'analyser au cours de cette émission. Avec moi dans les studios, Tite Katavazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous? Moi, ça va, merci. Ouais, pour un vendredi, ça va. Très bien. Tite, mais nous avions récemment vu la RDC très enthousiaste en signant des partenariats peut-être avec les États-Unis concernant les minéraux. Mais le ministre des Minéraux a récemment fait des propos qui ont provoqué un onde de choc. Il a parlé d'autres partenaires dans le secteur minier, mais pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il faut contextualiser ce rendez-vous de Washington. Il y a le breakfast prayer auquel est invité le président Tshisekedi. Il y a des réunions des députés américains et au Congrès. Et il y a ce partenariat stratégique. Ce partenariat, on en parle beaucoup, peut-être même un peu trop, sans nous dire quel est le contenu de ce partenariat, sans nous expliquer le chronogramme de ce partenariat, les lieux qui ont été concédés, ça commence quand, comment ça devient opérationnel. Non, il y a un flou pour présenter un partenariat stratégique avec les États-Unis. C'est très commode dans la communication du gouvernement congolais, mais il y a beaucoup de points d'ombre. Parce que quoi? Parce que, on va dire schématiquement, le président Tshisekedi court après la survie de son régime. Il veut s'assurer qu'il pourra passer le cap de 2028 pour ne pas passer aux élections. Et c'est pour cette raison majeure qu'il maintient la pression de la guerre à l'Est. Les Américains veulent faire du business. Et le business est incompatible avec des coups de feu et la guerre. Et donc, il y a d'abord un malentendu entre les objectifs de Kinshasa et les objectifs de Washington. Washington est en retard sur les minéraux du Congo, étant donné que la Chine a sécurisé son contrat, ce qu'on a appelé le contrat du siècle, entre la Chine et la République démocratique du Congo sous le président Kabila. Les Américains veulent remettre à l'ordre du jour le corridor de Lobito, qui ramasse les minéraux au Congo, qui passe par la Zambie, qui prend une autre partie, qui débouche sur Lobito en Angola et cap sur les États-Unis. Étant donné que les Chinois, eux, sont en train de passer par l'océan Indien. Donc, il y a cette compétition entre les Américains et les Chinois et le retard des Occidentaux que Tshisekedi aurait voulu exploiter, mais qu'il a très mal analysé. Il a très mal analysé parce qu'il est omnibulé par la guerre, par son bouc émissaire commode que le Rwanda, par une classe politique qui n'arrive pas à le suivre. Et donc, il ne prépare pas bien ces dossiers. Ce partenariat stratégique, il est beaucoup plus médiatique qu'un gain à la fois politique, économique, qui va engranger des emplois, qui va engranger
des infrastructures. On ne dit rien de tout ça. Donc, voilà, en gros, le voyage des États-Unis fait que l'entourage de Tshisekedi, la cellule communication, Mouyaya en tête, avec tous les cabinets tout autour, ne dit pas ni le contenu, ni ce qui s'est passé effectivement à Washington. La réunion demandée à coups de millions, à coups de lobby avec les députés a fait le contresens de ce que voulait Tshisekedi. Tshisekedi vient pour que les députés et les congressistes américains décident ou proposent des sanctions contre le Rwanda. C'est ça. Tout l'investissement est à cet objectif-là. Nous avons quand même vu des vidéos de la séance où vous avez le président de la séance qui dit ouvertement à la délégation congolaise: vous devez neutraliser préalablement les FDLR et après, le Rwanda pourra baisser ses mesures de défense. Vous devez prendre en considération et avec beaucoup de respect la proposition des évêques et de l'Église protestante pour le dialogue politique en RDC. Ça n'était pas à l'agenda de l'équipe du président Tshisekedi. On a vu parmi les invités un expert congolais qui a déconstruit toute la rhétorique du gouvernement congolais. Le Rwanda n'est pas le problème du Congo. Mesdames et messieurs les députés, nous avons des massacres quasiment au quotidien à Beni et ses environs. Ça, c'est les ADF. Le Rwanda n'est pas dans ce dossier. Nous avons une épuration ethnique en Ituri. Ça, ce n'est pas le fait du Rwanda, mais de Codeco alliés au FRDC. Au Congo, nous avons les Mombondo qui sont très loin, dans le Kwamut, c'est au Bandundu. C'est aux portes de Kinshasa. Et dans la capitale, il y a les fameux Kuluna qui mettent à mal la population. Le problème sécuritaire est celui-là. Et c'est vraiment trop réducteur qu'on dise AFCM 23 matin, midi, soir. Ça n'est pas le Rwanda qui a légalisé le Wazalendo. Ça n'est pas le Rwanda qui est en alliance avec les FDLR, c'est le gouvernement congolais. Et ça n'est pas le Rwanda qui recrute les mercenaires. Donc, voilà en gros les résultats de Washington qui ne plaisent pas ni à Tshisekedi ni à son équipe. Et donc, le fait que il y en a qui interrogent la faisabilité de ce partenariat stratégique qu'on présente comme une grande victoire diplomatique, comme si ça n'a jamais existé, nous sommes les tout premiers à découvrir le partenariat stratégique, ils oublient de nous dire que les États-Unis ont un partenariat stratégique avec la Chine, avec l'Union européenne, avec la Russie, avec l'Inde, avec les pays latino-américains, avec beaucoup d'États africains. Donc, il y a une faute qui doit être une faute grave que beaucoup de Congolais sont en train de découvrir et de mettre sur la place publique qui embête beaucoup Tshisekedi et ses amis. C'est que pour Tshisekedi, la diplomatie se joue dans les médias. Quand les médias lui parlent des succès diplomatiques, il est content. La
diplomatie, d'abord, n'aime pas beaucoup les effets d'annonce. On prépare des dossiers dans la discrétion et c'est une fois que ces dossiers ont abouti qu'on peut en parler. Chez Tshisekedi, c'est l'inverse. Nous allons à Washington, comme les fanatiques de rayons qui quittent Nyamirambo et qui descendent vers... Tout le monde sait qu'il y a match ce jour-là. Ça chante, ça... Voilà. Et l'équipe de Tshisekedi confond l'arène médiatique et des effets d'annonce et les procédures, la culture, les pratiques de la diplomatie. Donc, voilà un peu ce qu'est ce fameux partenariat stratégique et que le ministre des Mines vient d'enfoncer un couteau dans ce partenariat. Parce qu'il est mal à l'aise. Quand on lui demande, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, décliner comme ça, nous verrons les résultats quand? Ah ben, j'en sais rien. Mais sur le plan opérationnel, qu'est-ce qui a été cédé? Que gagne le Congo en termes d'infrastructure, en termes d'emploi des jeunes? Ah non. Plutôt que de dire je n'en sais rien, on n'a pas prévu ci, on n'a pas prévu ça. Écoute, s'ils ne veulent pas mettre ça en pratique, nous trouverons d'autres. Vous faites du chantage après avoir signé. Ça n'est pas sérieux, ça. Vous prêtez la mauvaise foi à votre partenaire pendant que vous venez, l'encre est encore sur le papier, l'encre n'a pas séché. Vous lancez quoi comme message? Vous n'êtes pas très confortable, hein? En disant, ah ben si jamais ça ne marche pas avec lui, je trouverai quelqu'un d'autre. Non, non. Il y a un acte solennel qui engage le gouvernement qui vient d'être signé et vous instillez comme ça un doute là-dedans. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient à Washington. Ils reviennent avec un partenariat sur les mines, mais sur ce que je viens d'expliquer, les États-Unis veulent rattraper le retard, ils ne savent pas trop comment, ils ont un partenaire pas très fiable, instable sur le plan émotionnel, et qui vient lui parler de la guerre pendant que les autres parlent business, qui vient parler de la guerre pendant que les autres parlent processus de paix, qui vient parler de la guerre pendant que les autres parlent dialogue. Les objectifs ne sont pas les mêmes, les résultats ne peuvent pas être les mêmes, et voilà où on en est à avoir un conseil des ministres à Kinshasa qui met dans son compte rendu que les Congolais devraient faire la fête, être très contents, parce qu'à Washington, le président Trump a fait un compliment au président Tshisekedi. Ça vient faire l'objet du conseil des ministres. Voilà un peu cette confusion et cette cacophonie au sommet de l'État. Ok, mais dites, avant de décrypter les potentiel impact que pourrait avoir ce partenariat pour le Congo. En bref, qu'est-ce que le Congo en gagne? Est-ce que pouvons-nous aujourd'hui dire qu'il y a un différent entre Kinshasa et Washington? Pouvons-nous observer un différent? Le différent, si différent il y a, c'est que la première fois que Tshisekedi envoie une forte délégation à Washington, c'est vraiment pour obtenir un appui militaire. Il ne l'obtient pas, c'est pour ça qu'il est allé voir le mercenaire Eric Prince pour obtenir des mercenaires qu'il est allé chercher en Amérique latine.
La deuxième fois qu'il retourne là-bas, c'est pour signer l'accord avec le Rwanda. Et il boude de manière ostensible. La troisième fois, c'est celle-ci où il va au breakfast prayer. On lui donne la parole qu'on peut donner à tout le monde. Cet événement existe depuis de très longues années. Lui, c'est la première fois qu'il arrive, donc il découvre, ils veulent en faire aussi un succès diplomatique. Je disais bien, le lobby qui a été fait pour obtenir la réunion des députés, la sous-commission des affaires africaines, tourne en défaveur du régime de Tshisekedi, où on lui dit qu'il faut neutraliser les FDLR. Ce n'est pas sa tasse de thé. Il faut organiser le dialogue et remettre ça entre les mains des initiateurs que sont la Senko et les églises protestantes. Ça n'est pas ce que Tshisekedi voulait. Il signe dans la précipitation contre ses propres intérêts, contre les intérêts des citoyens congolais, un partenariat stratégique que d'autres sont en train d'appeler le bradage des minéraux du Congo. Et donc, de là à en faire une victoire diplomatique, on va leur laisser cette quête d'autosatisfaction, mais qui ne l'est pas. Mais à leur titre, la neutralisation des FDLR et les mesures défensives ont été les principaux points soulevés par ces sénateurs américains. Mais Tshisekedi se tourne aussi vers Doha. Nous avons entendu aussi le président angolais réappeler encore à des cessez-le-feu. Est-ce que, et nous entendons Tshisekedi parler d'un dialogue politique interne qui se passerait à Kinshasa. Mais à l'heure actuelle où nous parlons, où en sont les processus? Sommes-nous en Angola? Sommes-nous à Kinshasa? Doha, ils se sont récemment retirés. Où en est le processus maintenant? Le processus est qu'il y a les équipes de Kinshasa et de l'AFCM 23 qui reviennent de Doha et qui ont accepté que la MONUSCO aille sécuriser Uvira. Ça, c'est ça qui a été acté à Doha par les deux délégations et on a vu la dame de la MONUSCO atterrir à Goma dans un hélicoptère. Tshisekedi a fait beaucoup de voyages à Luanda. 2 en une semaine, 5 en un mois, beaucoup d'allers-retours. On a entendu tout et son contraire à Luanda. Que le président angolais était disposé à discuter, à convaincre la classe politique congolaise, à prendre à tâche avec les acteurs qui comptent au Congo. Il n'a pas encore dit ce qu'il en est de cette démarche. On a même vu l'ancien président Obasanjo, le président du conseil des ministres togolais, Faure Gnassingbé, le président Tshisekedi, tous autour du président Lorenzo. Qu'il ait demandé au président Lorenzo de faciliter, de médier. Il y a comme un flou artistique autour de Luanda. Le malaise provient du fait que Tshisekedi ne réussit pas à saboter Doha. Il ne réussit pas à noyer ce qui a été acté à Doha. Il était convenu qu'après avoir listé les 8 protocoles qui devraient faire l'objet des discussions, des causes profondes
que les discussions soient délocalisées vers Lomé. On est en train de ravir le dossier à Lomé, probablement pour le confier à Luanda. Luanda a pris langue avec l'AFC M23 et le coordonnateur Corneille Nangaa a rendu public la lettre adressée au président Lorenzo, qui reprenait ces questions. Merci de nous envoyer votre ministre des Affaires étrangères, avec tout le respect qu'on vous doit. On demande des éclaircissements. Il n'y a pas encore de réponse aux éclaircissements demandés par le coordonnateur Nangaa, qui voulait savoir que devient Doha. Est-ce que Luanda reprend les acquis de Doha? On ne le sait pas. Est-ce que Luanda est une nouvelle initiative? On n'en sait rien du tout. Est-ce que Luanda remplace Doha? Non, on ne le dit pas. Et donc, on a comme ça, d'abord le président Tshisekedi, qui ne veut pas du dialogue. Et donc, qui essaie de le contourner, qui essaie de reporter ça, qui veut gagner du temps, qui multiplie des initiatives. En fait, il est en train de brasser du vent. Beaucoup de voyages, Luanda, Lomé, beaucoup de tergiversations, non à ne pas comprendre, parce qu'il ne veut pas du dialogue. Le dialogue politique des Congolais mettra Tshisekedi face à ses responsabilités. Le dialogue politique va poser des questions sur sa gouvernance. Ça va l'embêter énormément. Le dialogue politique va parler des arrestations, des incarcérations arbitraires, des assassinats. Si on pose la question de l'ancien député Chérubin Okende, paix à son âme, Tshisekedi ne saura pas quoi répondre. Parce que ça engage directement sa responsabilité. Ça a été fait par ses services secrets. Et probablement avec son assentiment. Si au dialogue on évoque le discours de haine qui est irrigué par le pouvoir de Tshisekedi, qui s'affiche avec ce qu'il appelle ses communicateurs, lesquels diffusent le discours de haine matin, midi, soir, ça ne va pas arranger les affaires du pouvoir. Alors je ne parle pas des détournements du procès qu'il y a en Belgique contre sa propre famille pour expliquer les biens mal acquis. Est-ce que le dialogue va passer pour pertes et profits la persécution de l'ancien président Joseph Kabila, tous ceux qui sont restés proches de lui, son parti politique? Si on interroge, qui doit répondre? Emmanuel Shadari est en prison. Au nom de quoi? Beminakou est en prison. Pourquoi? Si on va du côté de Shekatumbi, est-ce qu'il n'y a pas des comptes à régler avec le pouvoir? Donc, en vrai, Tshisekedi ne veut pas de ce dialogue. Et donc, il est en train de multiplier comme ça des mobiles, au moins pour reporter les échéances, au mieux, s'il peut, ne pas aller au dialogue. Mais Tshisekedi est obsédé par autre chose. Tshisekedi est obsédé par les échéances électorales qui avancent à grands pas. Il n'a pas pu, comme il l'avait voulu, comme il l'avait déclaré. À partir de l'année prochaine, je mets une commission sur pied pour modifier, réviser, toiletter cette constitution des étrangers.
Jusqu'aujourd'hui, on attend cette commission, on ne la voit pas. Donc, que faut-il faire pour rester au pouvoir? C'est perpétuer la guerre. C'est continuer de prétexter une agression qui n'en est pas une. C'est multiplier comme ça des discours alambiqués, biaisés. Monseigneur Cholet, qui est secrétaire de la Senko, passe dans une radio très populaire à Kinshasa. Et la journaliste, très zélée, je dis, mais pourquoi vous ne condamnez pas l'agression rwandaise? Quand même, pays agressé, il y a des rapports. Le Seigneur a dit, on va y aller doucement. Le gouvernement congolais, le président en tête, vient de signer avec le Rwanda des accords de Washington. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai lu ces accords-là. Il n'est pas mentionné. Il n'est mentionné nulle part agression rwandaise. Et vous voulez que moi, j'aille contredire les accords signés par le chef de l'État, et la journaliste était très mal à l'aise. Voilà un peu la rhétorique que veut vendre Tshisekedi à un fan club, mais qui se vide comme ça de sa substance au fil du temps et des jours. Dialogue, oui pour toute la classe politique, la société civile, non du côté de Tshisekedi pour les raisons que je viens de donner. Luanda, que vient faire Luanda dans cet imbroglio du Congo? Pas du tout clair. Même le président Lorenzo, avec l'aura qui est le sien, avec le respect qu'il a quand même, n'arrive pas à clarifier cette démarche qu'on voit bien de Luanda. Et donc ça aurait été quand même de bon ton qu'au moins la correspondance du coordonnateur Nanga puisse avoir une réponse. Les éclaircissements demandés dans cette correspondance auraient pu permettre aux analystes que nous sommes de dire « Ah, mais voilà, Doha, ça va être ceci, le gouvernement s'est engagé, Luanda comporte... » Non, on ne voit pas ça. Le président Lorenzo demande un cessez-le-feu qui devrait, en principe, être effectif à partir du 18. Il a eu plusieurs fois le président Tshisekedi à Luanda. La question et les questions que moi je me pose, et à haute voix, est-ce que le président Lorenzo a demandé au président Tshisekedi, commandant suprême des armées, d'arrêter les bombardements contre les civils, de se défaire de FDLR, d'arrêter sa coopération et le recrutement des mercenaires, de mettre fin au discours de haine, d'arrêter la persécution des Tutsis congolais? On n'en sait rien. Le président Lorenzo, qui connaît très bien ce dossier, est-ce qu'il rappelle au président Tshisekedi que c'est lui qui viole systématiquement les cessez-le-feu? Et donc, que sa parole, qui engage son crédit, pourrait être une parole banalisée, étant donné que ce cessez-le-feu ne sera pas respecté par les hommes de Tshisekedi. Pendant que le président Lorenzo demande un cessez-le-feu, Minembwe est sous les bombardements.
Des Sukhoi viennent bombarder à Massissi. À Walikale, là où il y a on bombarde. Mais c'est qui bombarde? C'est les hommes de Tshisekedi. Et au nom de quoi le président Lorenzo passe au-dessus de tout ça et dire, oui, moi j'engage mon autorité, j'engage ma personne. Peut-être aussi en tant que président de l'Union africaine. Très bien, très bien. Mais on applaudirait même si en cette qualité il pesait pour dire, les gars, nous voulons emprunter le chemin de la paix. Et ce chemin est incompatible avec les coups de canon. Ce chemin est incompatible avec les drones. Ce chemin est incompatible avec les Sukhoi. Ce chemin est incompatible avec le recrutement des mercenaires. Ce chemin ne s'accommode pas avec le discours de haine. Ce chemin est incompatible avec l'impunité. Là, on le porterait même à dire, voilà le président en exercice de l'Union africaine qui prend ses responsabilités et qui met tout le monde dos au mur, à commencer par le président Tshisekedi. Et donc, que les mécanismes mis en place par le président Tshisekedi, financement de tous ceux qui peuvent diffuser le discours de haine, recrutement des mercenaires, alliance avec les FDLR. Président, on arrête, oui. Et désormais, on s'inscrit dans la voie que nous propose le président Lorenzo. Oui, mais voilà comment on le fait. AFCM 23, le président Lorenzo a demandé si, sur la base de ce qui s'est décidé à Doha, le président Tshisekedi fait ça comme concession. Maintenant, nous avançons. Non. Comme ça, une déclaration qui tombe comme un cheveu sur la soupe. J'ai peur, moi, que ça souille la réputation du président Lorenzo. Et Tshisekedi n'en a... Tite, Oui. le gouvernement congolais, depuis un certain temps, court derrière les instances internationales pour demander des sanctions contre le Rwanda. Hier, on parlait de sanctions. On a même entendu très récemment des sanctions qui viendraient des États-Unis ou bien. Mais est-ce qu'on est toujours au sujet des sanctions aujourd'hui pour résoudre la crise dans l'Est de la RDC? Le ministre Nduhungirehe, je crois, sur RFI, a dit si les sanctions pouvaient nous aider à résoudre la question, je serais le premier à signer. Je pense que le président Tshisekedi a fait une fixation sur les sanctions contre le Rwanda, vraiment un peu pour déporter le problème, faire du Rwanda le responsable de la liste non exhaustive des problèmes qu'il y a au Congo. La corruption mine le pays, empêche qu'il y ait des infrastructures. Le détournement, c'est vraiment le sport favori de la classe politique congolaise. Aujourd'hui, il y a des procès ouverts en Belgique contre la famille du président Tshisekedi. Et tout ça, il veut comme ça faire diversion et projeter ça sur le Rwanda. Il a été soutenu par la Belgique pour obtenir des sanctions contre le Rwanda. Je crois que la première fois, quand il va avec les moyens, des lobbies, des cabinets, de la presse aux États-Unis, c'est pour obtenir des sanctions contre le Rwanda. Et jusqu'aujourd'hui, cette petite musique existe. On voit bien quelques agités, des députés européens, à coups d'argent, qui parlent encore des sanctions. Il y a une députée franco-congolaise qui en a fait
son fonds de commerce. Et il ne les a pas obtenus. Il les a pas obtenus parce que, objectivement, on ne sanctionne que celui qui a commis une faute. On ne sanctionne un pays qu'en cas de manquement grave à ses obligations. On ne sanctionne un pays que lorsque son comportement constitue une menace sur la sécurité internationale. On ne sanctionne un pays que pour l'obliger à emprunter la voie du dialogue. Ces critères, on les retrouve plutôt à Kinshasa. Le président Tshisekedi et son gouvernement méritent objectivement d'être sanctionnés pour manquement à ses obligations. Tshisekedi aurait dû être sanctionné parce que il tient un discours de haine et que ça c'est interdit partout. Parce qu'il est en alliance avec les FDLR et que les FDLR ont été désignés par les Nations Unies et les États-Unis comme mouvement terroriste. Tshisekedi aurait dû être sanctionné parce qu'il recrute des mercenaires et que c'est interdit par le droit international. Alors, ne prendre que ces quelques exemples qui sont objectivement vérifiables et transphaser ça sur la tête du Rwanda, il y a encore des esprits qui réfléchissent en Occident et qui disent non. Vous voulez inverser les responsabilités. Non, vous voulez faire diversion et qu'on ne regarde pas les causes réelles, les causes profondes des crises en RDC. Et donc, Tshisekedi, pour des mobiles de conservation du pouvoir, parce qu'il n'a pas de bilan à présenter au bout des 2 mandats, parce qu'il est prisonnier d'un petit cercle qu'on nomme aujourd'hui à Kinshasa des frappeurs et des jouisseurs, qui en fait sont des mafieux, comme on le dit bien à Kinshasa, multiplie des pirouettes pour maintenir la guerre à l'Est. Tout ça aurait dû mériter un examen et aboutir à des sanctions. Mais non. Donc la tentative d'inverser les responsabilités, échec et mat. La tentative de réviser la Constitution pour faire sauter le verrou des 2 mandats, échec et mat. La tentative de noyer la neutralisation des FDLR, échec et mat. La tentative d'éviter par quelques pirouettes le dialogue inclusif, échec et mat. Voilà où on en est. Mais Tite, les causes profondes de l'insécurité dans l'Est de la RDC sont traitées à Doha. Tshisekedi, vous parliez tout à l'heure que Tshisekedi veut saboter Doha. Les délégations qui étaient à Doha se sont récemment retirées de là. Mais que sont-ils rentrés avec? Ils sont rentrés avec quoi dans leur valise de Doha? Les 2 délégations, celle de Kinshasa et celle de l'AFC M23, reviennent avec le dernier round était, on va les résumer, à l'obtention d'un accord pour permettre à la MONUSCO d'aller sécuriser la ville d'Ouvira. Au moins ça. C'est à mettre à leur actif et à l'actif de la médiation. Donc c'est confirmé que la MONUSCO se déploiera des troupes à Ouvira. Oui, on a vu l'adjointe responsable de la MONUSCO venir le déclarer à Goma. Elle est descendue avec
l'hélicoptère. Bon, on connaît la paralysie de la machine onusienne, on connaît la nonchalance des procédures, mais il est admis que la MONUSCO se déploie sur Uvira, mais en attendant, Tshisekedi continue de bombarder les Banyamulenge. Il continue de bombarder Masisi avec ses drones et ses Sukhoi. Va falloir qu'on revoie l'alliance entre Kinshasa et Bujumbura. Parce que des militaires burundais appuient les FDLR, les Wazalendo pour aller tuer les Banyamulenge. Et donc, tout ça fait que on connaît l'inefficacité de la MONUSCO, un bilan quand même pas mitigé, échec sur toute la ligne. La MONUSCO est compromise à l'Est en ayant apporté son appui au FDLR. Est-ce qu'il y aura un élan? Est-ce qu'il y aura du nouveau? Il y a vraiment lieu d'en douter. Doha, Luanda, cessez-le-feu, présence de MONUSCO, tout ça est un voile qu'on est en train de mettre sur l'examen des causes profondes pour sortir de ces crises-là. Se focaliser sur l'AFCM 23 et oublier les ADF à Beni, oublier les Codeco, oublier les Maïmaï, oublier les Mombondo, Kinshasa. Voilà. Le compte n'y est pas. J'observe d'ailleurs que la communication à Kinshasa a pris beaucoup d'eau. Et donc, elle devient inaudible parce qu'elle recycle le même discours qui ne prend pas. Et donc, aujourd'hui, on attend de voir clair sur l'opérationnalité de la MONUSCO, sur ce dialogue tant attendu. Il aura lieu où Tshisekedi a dit dans son discours, ce sera ici à Kinshasa, mais c'est vraiment une façon de se moquer du monde. Vous persécutez votre prédécesseur, l'ancien président Joseph Kabila, il a fui, et vous pensez qu'il viendra à Kinshasa comme ça? Président d'un parti politique très important, Moïse Katumbi, est en exil suite à des persécutions du régime. Combien ont quitté le pays pour s'exiler? Et tous ces gens vont, non, il n'y a pas de problème, on va rentrer à Kinshasa. Et puis, on voit qu'il file la patate chaude à Luanda. Est-ce que le président Lorenzo sera à mesure de déverrouiller tous ces obstacles des persécutions politiques, des arrestations arbitraires, des gens qui sont partis en exil? Voilà. Il y a beaucoup plus, je crois, de questions sans réponse qu'une lisibilité qui puisse permettre de dire on a emprunté tel chemin, oui. Tite, la MONUSCO a accepté le déploiement de ses troupes à Uvira. On a fait état récemment des mercenaires qui étaient à Uvira, aux côtés des FRDC, qui leur même aidaient à piloter leurs drones et tout ça. Est-ce que ces mercenaires, qu'en est-il? Leurs chefs sont-ils à Uvira? Est-ce qu'ils sont toujours dans la ville? Mais qu'en est-il de ces mercenaires? Je ne peux pas faire mieux que les alliés de Kinshasa. Ils affirment que les mercenaires sont là et ils pilotent
les drones qui vont bombarder les civils. Reuters a fait état de Eric Prince qui parle de lui et qui parle de ces hommes et de ce que ces hommes font. Mais la question revient plutôt autrement. Le déploiement de la MONUSCO à Uvira, la MONUSCO va collaborer avec les mercenaires, avec les FDLR. C'est ça la grande question. Eux sont déjà présents dans Uvira et le revendiquent. Est-ce que la MONUSCO, comme promis, viendra pour neutraliser les FDLR ou collaborer avec eux? Voilà, ça pose un problème de droit, un problème de valeurs, un problème de... Hein? Le drapeau des Nations Unies accolé aux mercenaires et aux FDLR. Merci pour la symbolique. Hein? En parlant toujours de la MONUSCO, nous avons observé leur chef qui est arrivé à Goma par l'aéroport et a exprimé un souhait de voir la continuité des activités de l'aéroport. Est-ce que peut-on dire que c'est imminent? Est-ce que c'est déjà le cas? Qu'en est-il de la situation de l'aéroport de Goma? Cet aéroport, on veut en faire le symbole de je ne sais quoi. Communiquer intensivement sur la descente d'un avion à l'aéroport de Goma, c'est vraiment édulcorer la réalité. La chef de la MONUSCO est descendue à l'aéroport par un hélicoptère. L'hélicoptère n'est pas au même standard que les avions commerciaux. L'hélicoptère se pose, un avion atterrit. La piste de l'aéroport de Goma est impraticable, en tout cas pour un avion normal, un avion civil, on va dire. La tour de contrôle n'est pas opérationnelle. Cette fausse polémique est partie de Paris. L'aide humanitaire ne pourra passer que par l'aéroport de Goma. Merci de réhabiliter d'abord cet aéroport. La MONUSCO est à Goma par l'aéroport et on espère et on pense. Oui, tout le monde veut, en tout cas, le coordonnateur Nanga avait dit, nous sommes les premiers bénéficiaires de cet aéroport. Ça participe aux activités de la ville. L'aéroport embauche. L'aéroport reçoit des passagers. L'aéroport est un centre commercial. Les avions atterrissent, nous déposent des marchandises. Mais cet aéroport dont on fait dire, je ne sais pas trop, parce que même en Conseil des ministres, le président Tshisekedi avait demandé à 3 ministres de faire en sorte que l'aéroport soit opérationnel. Ok. Ça servait à quoi? Non. Peut-être que la responsable de la MONUSCO, qui a discuté avec le sous-secrétaire général en charge des opérations de maintien de la paix à Kinshasa, a des garanties comme quoi ils vont réhabiliter l'aéroport. Peut-être. Dans ces conditions, on va dire, pourquoi pas. Peut-être qu'elle a des informations qui sont encore confidentielles sur qui, quoi, comment on va réhabiliter l'aéroport.
et que la MONUSCO va l'utiliser et que les autres vont l'utiliser aussi. Mais en l'état actuel, il n'y a pas un avion civil qui peut atterrir à Goma. Tite, si vous nous permettez d'analyser ce conflit dans l'est de la RDC de manière générale, le président burundais va très récemment prendre les rênes de l'Union africaine en remplacement du président angolais. Est-ce que ne voyez-vous pas que cela puisse jouer sur ce conflit en général? Est-ce qu'il ne va pas vouloir user de ce nouveau titre pour peut-être favoriser les uns en défaveur des autres, renforcer sa collaboration avec Kinshasa? Y a-t-il pas cette nouvelle direction de l'Union africaine et cette question du conflit dans l'est de la RDC? Oui, la question peut se poser, la question est légitime. Un président de la République qui devient président en exercice de l'organisation continentale, c'est un prestige. Je n'en disconviendrai pas du tout. Il peut marquer son passage au profit du continent. Il peut étoffer sa dimension diplomatique. Tout ça, c'est des éventualités. Mais un président de la République qui a des problèmes de gouvernance, qui a des casseroles sur le plan politique, qui en interne va très mal, à la fois avec son propre parti, à la fois avec l'armée, qui dans la région est très mal coté pour avoir pris fait et cause en faveur des FDLR, qui participe à la persécution des Tutsis congolais, qui a envoyé ses militaires à l'est du Congo et dont on a vu les résultats, et qui devient président en exercice de l'Union africaine. Il passera comme une comète. Le président Ndayishimiye ne marquera d'aucune empreinte son passage, qu'on va oublier dans les 2-3 jours après son passage. Quand on devient président en exercice de l'Union africaine, on est porteur au moins d'un seul projet. C'est quoi son projet? On constitue des équipes. En plus du siège d'Addis Abeba, on a ces équipes parce qu'on a une idée de l'intérêt qu'on veut porter pour l'Afrique. Je n'ai pas entendu une déclaration du président Ndayishimiye à ce sujet. Le président Lorenzo va lui passer le témoin. Moi, j'aimerais que quelqu'un me dise ce qu'a fait le président Lorenzo comme président en exercice de l'Union africaine. Pour Ndayishimiye, ce sera moins que ça. Vous êtes président de l'Union africaine, compte tenu de votre poids politique dans votre pays, sur le continent, vous avez quand même, avant ça, développé des relations avec d'autres chefs d'État. Le président Ndayishimiye, je le vois mal dans ce rôle-là. Je ne le vois pas. On entendra ses discours, il va prononcer quelques discours. Il va pas peser dans la conduite à la fois du chemin vers la paix ou renforcer son alliance avec Tshisekedi ou avoir même un répit en interne, non.
on va dire, la vie va continuer comme elle était. L'Union africaine va stagner pendant une année et après il passera le témoin à quelqu'un. Tite, si vous nous permettez d'avancer un peu vers la fin, comme question principale dernière pour cette émission d'aujourd'hui, toujours cette question des fameux FDLR. Le ministre Nduhungirehe, hier dans son interview avec RFI, a affirmé que cette question, c'est la question principale du conflit dans l'Est de la RDC, même si les autres, notamment Kinshasa, veulent apporter des intérêts économiques, des minéraux. Mais pourquoi les FDLR sont toujours ce mal que seul le Rwanda condamne? Pourquoi on dirait que c'est une épine dont personne ne veut toucher, personne ne veut condamner? Est-ce que, pour vous dire, est-ce que c'est par peur de cette milice? Est-ce que c'est... Pourquoi c'est toujours une question qui est abandonnée visiblement et volontairement par tout le monde? Parce que c'est le Rwanda qui est sous menace directe des FDLR. Ça, d'abord et avant tout, la menace ne pèse pas sur la Mauritanie, sur l'Égypte, sur les autres pays. La présence des FDLR à l'est du Congo est établie. L'alliance entre les FDLR et le gouvernement congolais est établie. La menace existentielle sur le Rwanda n'est plus discutable. C'est à ce titre qu'il y a eu le CONOPS. Les services de renseignement de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont tablé sur comment neutraliser les FDLR. Ils ont fait rapport et c'est ça qui a bloqué la signature à Luanda. C'était ça. Tshisekedi a interdit à sa ministre des Affaires étrangères de signer parce qu'on avait avancé sur le CONOPS. On va dire malheureusement pour lui, l'accord de Washington a repris le CONOPS. Donc, il ne va pas éviter le CONOPS. Tous les partenaires aujourd'hui de la République démocratique du Congo disent à Tshisekedi la neutralisation des FDLR est le préalable. Ça vient d'être répété à la sous-commission des affaires africaines à Washington. 1. Neutralisation des FDLR. Après quoi, baisse des mesures défensives du Rwanda. Après, on parle de dialogue et tout ça. Les FDLR, on va dire ceci, en plus de l'alliance avec le gouvernement congolais, pour déstabiliser le Rwanda, bénéficier des relais en Europe. On a vu et entendu la présence du fils de l'ancien président Habyarimana à Kinshasa. Il n'est pas venu en touriste. On a appris par la presse que Tshisekedi avait entamé des pourparlers avec les anciens génocidaires qui étaient logés à Niamey, au Niger. C'était pour offrir au FDLR l'aile politique. On voit bien des relais beaucoup plus en Belgique qui plaident la cause des FDLR. On a même lu dans le rapport des fameux experts des Nations Unies sur le Congo que la neutralisation des FDLR violerait le droit international. Donc il y a des soutiens
des FDLR qui existent, qui s'activent sur le plan diplomatique, qui s'activent, qui leur fournissent argent et qui n'aimeraient pas et qui perdraient s'il y avait neutralisation de FDLR. Donc, Tshisekedi n'est pas seul dans cette alliance avec les FDLR. Tshisekedi est avec le président Ndayishimiye dans l'alliance avec les FDLR. Lesquels FDLR, il est des autorités publiques qu'ils ont investi au Burundi, qu'ils ont leurs entrées au Burundi. Tshisekedi a des relais beaucoup plus en Belgique qui l'encouragent à alimenter cette alliance et à ne surtout pas céder à la neutralisation des FDLR. Voilà. Mais alors, Tite, avec cette question des FDLR, ne sera-t-elle pas très grave avec cette prochaine prise en fonction du président Ndayishimiye? Si jamais il en avait les moyens, il n'hésitera pas. Si jamais il peut faire quelque chose, aussi minime soit-elle, il n'hésitera pas. Mais moi, je suis prêt à parier avant qu'il ne prenne fonction, qu'il n'y arrivera pas. Ok, Tite, au cours de l'émission, vous avez parlé des élections en République démocratique du Congo qui arrivent à grands pas. Oui. Est-ce que voyez-vous un autre dirigeant qui pourra traiter cette question différemment ou bien traiter des questions de la République démocratique du Congo différemment que c'est actuellement? Non, je donne ma langue au chat. La question, elle est ancienne, elle est profonde et il y a comme une désinvolture dans la classe politique à Kinshasa où vous avez comme... il n'y en a pas un qui sortirait du lot et qui a déjà pris position pour faire des propositions concrètes. Non. Il y a une envie du style « ôte-toi de là que je m'y mette ». Le reste, on verra plus tard. En regardant bien les discours des uns et des autres, on ne voit pas une ossature à la fois idéologique, à la fois des valeurs qui promet au moins, ne serait-ce que faire la promesse aux Congolais. Si moi j'arrivais au pouvoir, voici ma priorité. Ma priorité se décline dans la lutte contre la corruption en faisant ça, ça, ça et ça. Les détournements vont s'arrêter en faisant ça, ça et ça. La réhabilitation des valeurs, la citoyenneté, non. Moi, je n'en vois pas. Tite, en tout cas, merci beaucoup pour C'est moi qui vous remercie. Ne vous dites pas au revoir. Mais à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout, restez branchés sur les plateformes du média IGUE.